Bonsoir à tous et bienvenue. Divergence à la frontière entre transporteurs sénégalais et gambiens. Le secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire appelle les deux États au dialogue. Il l'a dit en marge d'un séminaire sur les infrastructures économiques et sociales en Afrique. Dans cette édition, Mayacine Camara, suspension depuis hier de toutes les acquisitions de véhicules de fonction et de services au nom de l'État. Le président Sall veut réaménager le système. La société civile approuve la démarche mais doute de l'efficacité de la mesure. Et puis, grève illimitée à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les étudiants dénoncent les mauvaises conditions d'études alors que le SAEMS ont tourné à Kaolack remet sur la table ses revendications. Message des 13 étudiants sénégalais à Wuhan, épicentre du coronavirus. Ils attendent encore la matérialisation des engagements déjà pris par l'État du Sénégal. Le sport et info éco complète ce journal mis en onde par Alassane Wade. Mouvement d'humeur des transporteurs, le secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire regrette cet incident à la frontière. Pour Mayacine Camara, le Sénégal et la Gambie doivent privilégier le dialogue pour une solution durable. Mayacine Camara au micro de Habsa Iliman. Oui, je pense qu'entre le Sénégal et la Gambie, il ne doit plus y avoir de problème. Les chefs d'État s'entendent, les populations s'entendent. Je pense que ces mouvements d'humeur, on peut quand même arriver à les gérer. C'est des comportements quand même regrettables. Et toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que ça n'arrive pas. En tout cas, le président de la République a beaucoup regretté cet incident, du même que le président Barrot. Et je pense que toutes les dispositions vont être prises, pas des dispositions de force, mais de dialogue, pour que ces transporteurs aussi puissent toujours être ramenés de manière beaucoup plus diplomatique à la raison pour que ces incidents n'arrivent plus. Pour résorber le gap en infrastructure, la CEDEAO et l'UEMOA déroulent des programmes prioritaires, des programmes qui ont été discutés lors d'un séminaire tenu ce jeudi à Dakar. La synergie d'action est une priorité pour doter l'Afrique de réseaux routiers. Et le reportage est signé Habsa Ilimanouane. En Afrique, un constat s'impose. Le continent souffre d'un déficit criard d'infrastructures. L'UEMOA et la CEDEAO sont à pied d'œuvre pour résorber le gap, d'après le commissaire en charge des infrastructures de la commission de la CEDEAO, Pathé Gueye. Il faut inverser la tendance pour que l'Afrique soit une destination attractive pour les investisseurs. Donner à nos secteurs privés les moyens d'asseoir ce développement qui permettront de créer des emplois pour la jeunesse de notre continent. C'est la raison pour laquelle la CEDEAO a élaboré un ensemble de projets et programmes dans tous les secteurs. Nous sommes en train de finaliser un plan directeur des infrastructures. L'UEMOA a aussi élaboré des documents de planification stratégique. Aujourd'hui, il faut multiplier par 2 ou par 3 le réseau routier pour atteindre le même niveau de développement que l'Asie. Le développement du réseau ferroviaire tient à cœur les autorités, comme a tenu à le rappeler le secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire, Mayacine Camara. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés. Nos chefs d'État aussi le comprennent très bien. Il ne peut pas y avoir d'émergence sans le ferroviaire, parce que ça assure le transport. Mais le ferroviaire aussi nous aide à préserver notre réseau routier. C'est la raison pour laquelle une priorité a été accordée par les chefs d'État, mais aussi par la CEDEAO et l'UEMOA sur le réseau ferroviaire sous-régional. Pour le commissaire en charge des infrastructures de la commission de la CEDEAO, des efforts doivent être fournis pour une bonne mise en œuvre de ces projets et programmes. Pathé Gueye. Pour assurer de la cohérence dans leur action et apporter une réponse commune de la région face à tous nos partenaires. Le commissaire en charge du marché régional et de la coopération de la commission de l'UEMOA, Joaquinho Mendez, annonce que ce séminaire se tient en prélude de la 6e réunion du comité d'orientation stratégique prévue les 17 et 18 mars prochains à Abuja. Moussala, village frontalier avec le Mali, sans eau, sans électricité, les habitants ont soif et vivent encore dans l'obscurité. Toutefois, ils nourrissent l'espoir de bénéficier du programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers. Correspondance Boubacar Tomba. À Moussala, ce village frontalier au Mali situé dans la commune de Bembou, l'eau potable pose problème pour les 3000 âmes qu'elle groupe. Témoignage. Il y a un problème d'eau. Vraiment, on n'a pas de forage. On a 2 pompes ici. Et les pompes sont directes. Moi, je ne sais pas si... Il n'y a pas de filtre, pas d'hygiène. Donc, les pompes qui viennent directement. Moi, même chez moi, je ne veux pas qu'on l'utilise pour laver mes ustensiles de cuisine. Donc... Tu utilises l'eau minérale? Non, j'utilise l'eau d'une pompe
qui est à côté de moi là dans une société. Tous croient dur comme fer que le manque d'électricité aussi ne facilite guère la gestion de la sécurité. On a des batteries, on fonctionne comme vous le voyez comme ça. Mes ventilateurs, radio, tout, c'est les batteries. Ils fonctionnent au solaire. Au solaire, voilà. On fonctionne au solaire. Mais le village est important, il y a beaucoup de monde ici, beaucoup d'activités économiques. Plus de 3000 personnes, 3000 habitations. Donc je pense qu'on pouvait avoir au moins ne serait-ce qu'un groupe qui peut alimenter cette population-là. Ça peut être. Et même pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité surtout, parce que le soir, on est là, il y a les serpents, il y a tout. Bon, Dieu nous en garde vraiment qu'il y a tout le monde qui rentre. Maintenant, bon, vraiment, nos policiers, nos trucs font un effort de gérer, parce que c'est les garants, de gérer la circulation et tout ça. Mais il y a beaucoup de postes par où peut passer les gens. Ils peuvent contourner les postes. Voilà, contourner les postes le long de la Falamie et tout ça. Ils peuvent rentrer dans le village, même aller au-delà, sans passer par la route nationale. Donc, bon, vraiment, ce que nous déplorons. Ici, tous les regards sont tournés vers le programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers chantés sous tous les toits. Boubacar Tamba Moussala, Sud FM. Sud FM. Rationalisation des deniers publics, le chef de l'État a suspendu toutes les acquisitions de véhicules de fonction et de services au nom de l'État, des structures parapubliques et des sociétés nationales jusqu'à nouvel ordre. La société civile approuve la démarche mais doute des résultats de la mesure. Abdoul Aziz Diop, vice-président du Forum civil avec El Hadj Malick Ndiaye. En fait, sur le principe, vraiment, je trouve que la démarche est salutaire parce que ça repose sur des principes de bonne gouvernance. Et je vais en prendre deux principes, le principe d'équité, le principe d'efficacité et d'efficience. Donc, c'est pour la rationalisation des dépenses de l'État. Mais là où le bas blesse, c'est que dans la réalité, est-ce que cette mesure, cette énième mesure du président de la République, aura les effets escomptés, aura l'impact réel? Et j'en doute. Parce que déjà, si on voit que le président de la République, à l'issue, après les élections, pour la deuxième investiture, avait annoncé des mesures en grande pompe pour la rationalisation des dépenses de l'État. Parce qu'on avait fait le constat que 307 milliards de francs CFA ont été dépensés pour l'utilisation de véhicules de 2012 à 2019. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit qu'aujourd'hui, l'État, je ne dis pas frôle la banqueroute, mais c'est des mesures qui doivent être appliquées d'abord au plus haut sommet, à commencer par le parc automobile de l'État, par le chef de l'État, c'est-à-dire le parc automobile de la présidence de la République, et les institutions budgétivores. C'est-à-dire là où vraiment des dépenses sont effectuées et des dépenses qui sont inefficientes, des dépenses qui sont inopportunes. Et le principal problème par rapport à cette mesure du chef de l'État, c'est que nous avons une administration budgétivore, nous avons des structures budgétivores, nous avons aussi des dirigeants qui se servent de l'État mais qui ne servent pas l'État. Et qu'est-ce qu'on constate dans la réalité? Des véhicules de fonction pour des ministres, pour des dirigeants, mais qui sont utilisés à d'autres fins. Donc je pense qu'il faudrait aller d'abord dans le sens de faire l'audit réel du parc automobile de l'État, mais aussi aller dans le cadre de pools de véhicules, surtout pour les services. Avoir un système aussi de géolocalisation, parce que les véhicules qui sont utilisés les week-ends ou à d'autres fins, qu'on puisse savoir exactement qui sont vraiment les principaux responsables de ces actes. Parce qu'au-delà de tout ce que le président vient d'annoncer, la réalité, je pense qu'elle est autre. Les mesures sont bonnes, les principes sont là, les textes sont là, mais la réalité est autre. C'est-à-dire qu'il y a un système carrément de prédation, un système de prévarication, un système d'utilisation irrationnelle des ressources de l'État. Gestion du secteur minier, des universitaires s'engagent pour la bonne gouvernance et mettent en place le think tank Garab. Ils veulent faciliter l'accès à l'information pour une meilleure implication des communautés. Ces scientifiques veulent faire le bilan des mines avant l'arrivée du pétrole. Les précisions de Babacar Ndao. Les externalités issues de l'exploitation des mines au Sénégal méritent plus d'attention selon les membres du think tank Garab qui demandent le bilan de la gestion du secteur minier au Sénégal. Cheikh Tidiane Baye est le coordinateur du groupe actif de recherche d'action participative. Ce que nous avons constaté, l'exploitation des ressources minières et l'exploitation des carrières n'a pas profité aux populations. Maintenant, si l'État vient nous dire que tous les dispositifs sont mis en place, tous les mécanismes sont établis pour que le pétrole et le gaz profitent au Sénégal, là, nous, on se pose des questions. On se dit, en tant que scientifique, nous, on n'est pas politique,
il faut qu'on fasse le bilan des mines avant de s'engager dans les hydrocarbures. C'est ça le message. Pour ces nouveaux militants de la bonne gouvernance des ressources minérales, le combat pour l'accès à l'information est un défi. L'essentiel, c'est que tout le monde connaisse, parce que nous, c'est ça notre rôle. On fait de telle sorte que l'information puisse être disponible pour tout le monde. Parce que dans nos sociétés africaines, il y a des écarts considérables du point de vue de la disponibilité de l'information entre les différents acteurs. Les informations dont l'État dispose, les populations n'en disposent pas. Et la preuve, vous voyez, dans les exploitations minières, dans le processus, il y a ce qu'on appelle l'audience publique. C'est-à-dire après qu'une industrie a eu à forer et a découvert de la ressource, elle va présenter la ressource, elle va aller dire à l'État qu'elle a découvert de la ressource. Maintenant, l'État va lui dire de faire une étude d'impact social et environnemental qu'elle va ensuite présenter aux populations. Et lors de l'audience publique, ces populations-là n'ont aucune information, aucune expertise pour pouvoir évaluer, apprécier donc la rigueur et la véracité des conclusions de ces études d'impact. Ouais. Donc là aussi, nous, on se dit il faut qu'on réduise les écarts du point de vue de la disposition des informations. Le Forum de Thiès, saisi comme prétexte de lancement du think tank Garab, se propose de partager les conclusions avec les décideurs. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Grève illimitée à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les étudiants dénoncent les mauvaises conditions d'études au campus. Les travaux de construction des chapiteaux qui devaient accueillir provisoirement les cours sont à l'arrêt. Les étudiants interpellent le gouvernement. Diarra Touré, porte-parole de l'inter-amicale des étudiants de l'université de Ziguinchor, avec Ben Michel Confoudi. Et nous demandons plus à négocier avec les autorités qui sont là. Ils sont avec notre avenir. On les a demandé de nous donner les chapiteaux. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, ils vont travailler. Les gens qui travaillent ici, ils sont partis à Bambé parce que nous, on les respecte et eux, ils ne nous respectent pas. Mais à ces gens-là, on a parlé de laboratoire. On ne peut pas être scientifique sans laboratoire. Ils ont dit le 6 octobre, on aura ça. Jusqu'à présent, on n'a rien. On a discuté, ils ont dit qu'ils vont dans le restaurant de 500 places. Jusqu'à présent, on n'a rien. On a parlé qu'ils continuent nos chantiers. Le ministre même a dit, d'ici octobre, vous allez avoir les 16 salles de classe. Le ministre, c'est lui qui l'a dit. J'espère qu'on n'est pas encore le 6 octobre parce qu'il n'a pas donné l'année. On a déposé notre mémorandum. On est parti à la préfecture pour le demander. Jusqu'à présent, on ne sait pas là où est le mémorandum. S'il a Ziguinchor ou bien Dakar, on ne sait rien. Maintenant, on ne parle plus à traiter avec nos autorités. On veut que le président de la République nous parle directement. L'inter-amicale a décidé qu'on fera un MG illimité. Manger gratuit sans paix. Ça leur plaît ou pas, ils vont cuisiner. S'ils ne cuisinent pas, même du zombie, on va manger. Ça, on est prêt à le dire. Parce que ces gens-là ne nous respectent pas. En deuxième des choses, on a décrété une grève illimitée. C'était donc Diarra Touré, porte-parole de l'inter-amicale des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Mouvement d'humeur des enseignants du moyen secondaire, le SAEMS continue d'exiger le respect du protocole d'accord signé par le gouvernement, entre autres revendications de système de rémunération. Le SAEMS poursuit donc sa tournée de partage d'informations à l'intérieur du pays. Le syndicat était à Kaolack pour rencontrer ses membres. Soro Sen, secrétaire général du SAEMS, avec Oui, nous sommes en tournée dans la région de Kaolack conformément à l'agenda du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire qui consiste à aller à la rencontre avec les collègues et partager avec toutes les informations. Surtout que nous sommes dans un contexte de lutte pour le respect du protocole d'accord signé. Je dois dire, pour la journée d'aujourd'hui, j'ai constaté quand même qu'au niveau de Kaolack, les collègues ont largement, je dis bien très largement suivi le mot d'ordre. Et c'est ça aussi la dynamique et c'est une façon pour nous d'exiger du gouvernement du Sénégal la matérialisation de tous les accords signés. En ce qui concerne maintenant le système de rémunération, je crois que c'est un engagement du chef de l'État. Il faut qu'on aille vers des discussions pour aller vers la proposition d'un nouveau système de rémunération. Vraiment, c'est ça que nous attendons du gouvernement du Sénégal. Et je crois que ce n'est pas demandé de trop, d'autant plus que c'est des questions qui figurent dans le protocole d'accord. Pour le moment, il n'y a pas encore d'issue par rapport à cette question. Parce que le gouvernement ne nous a même pas permis pour le moment d'aller vers des discussions sur le système de rémunération, alors que c'est un engagement contenu dans le protocole d'accord. Donc c'est ça, va falloir corriger. Focus sur Touba tranquille dans le département de Bignona où le Sénégal retire progressivement les élèves du circuit gambien depuis l'ouverture d'une école dans ce village à la frontière avec la Gambie. Mais l'accès à l'état civil pose encore problème. Le reportage est signé Ben Michel Confoudi.
When you speak French, I can hear it somewhat. I can also speak a little bit, but I cannot return back some. Fanta Badji est née à Touba Tranquille, un village du département de Bignona frontalier à la Gambie. Chaque jour, elle traverse la frontière pour aller étudier à quelques centaines de mètres. Why I study in Gambia? The time I'm learning in Gambia. J'étudie en Gambie parce que quand je devais aller à l'école, il n'y avait pas d'établissement à Touba Tranquille. Les écoles étaient très loin du village, donc la Gambie était plus proche. Comme elle, nombreux sont les fils et filles de ce village à étudier dans le circuit scolaire gambien, nous dit Yankouba Diatta, chef de village de Touba Tranquille. Et on a perdu beaucoup de nos enfants qui vont étudier en Gambie. Cela, ça nous a beaucoup choqués. C'est pour cela. Pourquoi les enfants allaient étudier en Gambie? Les enfants allaient étudier en Gambie parce que sur la frontière, les Gambiens juste, ils ont construit des écoles, des jolies écoles. Mais nous ici, c'est des abris provisoires. L'enfant, quand il le dit, il faut aller à l'école, l'enfant te répond d'une manière, lui il va dans une école qui est plus jolie. Cette situation avait incité les autorités sénégalaises à construire une école à Touba Tranquille, établissement inauguré il y a 2 ans par le ministre de l'Éducation d'alors Serigne Mbaye Thiam. Malan Sambou, enseignant originaire du village, s'en réjouit. Autant même pour dire à un élève qui est le président de la République, ils te diront Yaya Jammeh. Mais aujourd'hui quand même, avec l'impact de l'école, on a commencé à voir que les élèves sont avertis et savent ce qui se passe au Sénégal. Même si ce n'est pas encore bien assimilé, ça vient progressivement. Cet établissement a permis de retirer plusieurs enfants du circuit scolaire gambien. Maintenant, à l'heure où nous sommes, les 50% des élèves étudient au Sénégal, Touba Tranquille. Mais ces enfants font face à un problème d'état civil qui est une véritable équation à Touba Tranquille, déplore le chef de village Yankouba Diatta. En 2002, la population s'est déplacée en Gambie. Mais à l'heure où nous sommes, toute la population est revenue, ils sont au Sénégal. Mais beaucoup de ma population n'ont pas de papier, Touba Tranquille. On a le problème d'état civil. Ouais, nous voulons que l'État nous aide sur ça. Pour corriger ce paradoxe de Touba Tranquille, village sénégalais où la nationalité gambienne est plus facile à obtenir, le maire de Kataba 1, Abdoulaye Badji, plaide pour une audience foraine. Il faut reconstituer l'état civil pour ces gens-là. Si nous ne traitons pas l'état civil, nous risquons de perdre une bonne partie de la population du Sénégal, ici à Touba Tranquille. Parce que certains, pour avoir des commodités de déplacement, etc., ils sont obligés d'aller faire des pièces d'état civil en Gambie. Le village de Touba Tranquille, qui avait été rayé de la carte pendant les dures épreuves du conflit armé en Casamance, a retrouvé la vie. Aujourd'hui, l'urgence pour les populations, c'est de retrouver leur sénégalité, mais aussi de disposer d'infrastructures sociales de base. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Michel Kanfoudi, les 13 étudiants sénégalais établis à Rouen exigent jusqu'à présent leur rapatriement, toujours en confinement. Ils restent optimistes et rappellent à l'État ses engagements. Cheikh Mbacké Amar, un de ces étudiants joints par les Mariam Diaye. On n'a pas seulement reçu de l'aide du gouvernement, on a reçu de l'aide du gouvernement, aussi on a reçu de l'aide de l'association des Sénégalais qui sont ici et d'autres bonnes volontés aussi qui ont essayé de bien faire, qui nous ont envoyé de l'aide. Et l'aide aussi du gouvernement est bien arrivée, on essaie de survivre avec. Et concernant votre rapatriement, vos parents avaient pris le relais concernant donc les négociations avec l'État du Sénégal. Est-ce que depuis lors, vous avez eu d'autres nouvelles? Sur la démarche de nos parents, je voudrais vraiment éclaircir une chose, parce qu'ils ont commencé par une conférence de presse. Après, ils ont écrit une lettre adressée au président de la République. Et après aussi, ils ont mis une lettre ouverte qui a été destinée à la presse. Depuis lors, ils ont fait beaucoup de démarches. Ils ont rencontré le ministre d'État, M. Moïse Sarr. Ils ont aussi rencontré M. Amadou Ba, qui avait pris des engagements, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu des confirmations de ces engagements. En plus de cette démarche, ils ont rencontré 2 fois l'ambassadeur de la Chine au Sénégal, qui a essayé de régler quelques problèmes qui sont ici et de demander notre situation et de s'en ouvrir aux autorités chinoises qui nous ont appelés. Opérations de désencombrement et de désengorgement de la capitale des opérations se poursuivent. Le canal 4 débarrassé de ses marchands, 53 cantines enlevées, des commerçants qui réclament l'appui de l'État pour poursuivre leurs activités aux abords de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les déguerpis reviennent en catimini. Le constat avec Aïssatou Gueiba. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les vendeurs déguerpis il y a quelque temps ont repris service.
Au moment où les traces sont encore visibles après le déguerpissement effectué par les agents municipaux au canal 4, à l'arrivée, un tas d'ordures, des tables brisées et en sang dessus-dessous, les employés de la mairie commencent déjà à effectuer le premier coup de balai. De 100 personnes impactées par ce déguerpissement, une situation que déplorent ces marchands, le porte-parole des vendeurs Mamadou Koumé. Les agents municipaux ont envoyé une personne le lundi dernier vers 12h pour nous dire que l'opération de déguerpissement se ferait le mardi. Vous savez, ces cantines se construisent avec de l'argent et on en a perdu à peu près 53 cantines. 53 places moo nekkoon fii quoi. parce que lii la ñu yaakaar business bi la ñu yaakaar. Jusqu'ici, aucune solution ne leur a été proposée. ñu dara c'est que waxuñu dara ñun nee naa la ñun ay waa kaw-kaw lañu. Regroupés, l'air inquiet, ces vendeurs ne savent plus où donner de la tête. Toutes leurs économies emportées par ce déguerpissement. Cependant, ils n'excluent aucune solution pour régler le problème. Si la mairie nous avait proposé des solutions concrètes, c'est sûr qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Même le fait d'engager des personnes pour surveiller le comportement des marchands, les ramener à l'ordre en cas de dérive reste une solution. kenn mënul teg sa moroom ci yoon mais ñu wut ay nit ñoo xam ne ñooy surveiller fii ne ku déborder daan bi lañ lay teg ñun loolu nangu nañ ko ñun nangu nañ fay sunuy droit yépp. La seule alternative pour ces marchands ambulants, c'est de recourir aux autorités pour une solution. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que l'État du Sénégal nous aide. Nous sommes des pères de famille qui ont des besoins à satisfaire. Il faut qu'ils nous laissent travailler comme il se doit. Les marchands troublés après cette opération de déguerpissement, ils demandent l'intervention des autorités. Pour le délai donc pour les commerçants au rond-point Liberté 6 expire donc ce soir. Le marché sera rasé demain vendredi. Il se trouve sur le tracé du BRT. Il est 18h passé de 23 minutes. Parlons d'abord de boxe. Le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques 3 ans en Afrique donc débute ce jeudi. Zone Afrique débute ce jeudi à Dakar au complexe sportif Dakar Arena. 33 boxeurs, 22 hommes et 11 femmes seront sélectionnés au terme du tournoi pour représenter leur pays aux Jeux Olympiques de 2020. 7 boxeurs vont défendre les couleurs nationales. Stade olympique de Diamniadio, le chef de l'État pose la première pierre ce jeudi à 16h. Une infrastructure sportive d'une capacité d'accueil de 50 000 places. Les travaux vont durer 17 mois. Le coût global est de plus de 100 milliards de francs CFA. Le manque d'infrastructures sportives est notoire au Sénégal. La région de Dakar n'est pas bien couverte pour le football, mais également pour l'athlétisme. Aucune infrastructure n'est fonctionnelle dans le département, mais l'espoir est permis avec le projet de réhabilitation des infrastructures sportives. Reportage Odile Minkilan. L'athlétisme, une des disciplines qui souffre le plus du manque d'infrastructures sportives au Sénégal, la région de Dakar en particulier. Bara Thiam, vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. On ne peut pas le dire de manière crue comme ça. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Parce que si vous faites un peu le maillage du territoire national, donc dans pratiquement 80% des régions, il y a des pistes d'athlétisme. Donc il n'y a que, je pense, 2 ou 3 régions qui n'en ont pas. C'est Sédhiou, Kédougou et Kaffrine. Sinon, tout le reste du Sénégal, il y a des pistes d'athlétisme. Maintenant, le problème s'est trouvé au niveau de Dakar, où il n'y avait qu'une seule piste d'athlétisme, plus ou moins fonctionnelle, c'est la piste de Léopold Sédar Senghor. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Ibomar, il y avait une piste d'athlétisme qui s'est dégradée depuis pratiquement 2 ans. Demba Diop, il n'y a pas de piste d'athlétisme. Et que Dakar étant la capitale, se devait d'avoir des infrastructures dignes de ce nom. Le football n'est pas épargné par ce problème. Le département de Dakar est plus touché. Aucune infrastructure sportive fonctionnelle. Pape Momarlo, président de l'ODCAV de Dakar. Si vous parcourez du plateau par ces Assédi, il y a le stade Ibomar Diop qui est fermé. Le stade Assane Diouf est fermé depuis 2011. Le stade Demba Diop est fermé depuis 2017. Les stades municipaux de Ouakam, Ngor
Yoff, Parcelles Assainies, Cambérène ne sont pas fonctionnels. HLM, c'est pas fonctionnel. Yarax, c'est pas fonctionnel. Le stade Léopold Senghor, qui est le plus grand stade, est fermé depuis le 31 décembre. Effectivement, il y a un sérieux problème d'infrastructure au niveau du département de Dakar, à tout point de vue. Et la preuve, aujourd'hui, quand on regarde le championnat national de football, au regard des performances des équipes de Jaraaf, de Niary Tally, de la Douane, du Port, de l'instance sportive de Yoff, du Duc, des équipes du département de Dakar, aujourd'hui, jouent leur match au niveau du département de Pikine et souvent au niveau du département de Guédiawaye. Donc, au niveau de la région, il n'y a qu'en banlieue qu'on peut véritablement avoir des stades assez fonctionnels. Avec le programme de réhabilitation des infrastructures sportives au Sénégal, l'espoir est permis, selon Baratiam et Pape Momarlo. En vue des JOJ, il y a un bon espoir parce que le stade Léopold sera réfectionné, le stade Iba Mar sera complètement refait et il y a le stade olympique aussi qui est en marche d'être fait parce que la pose de la première pierre c'est aujourd'hui et qu'il y a une piste d'athlétisme qui est prévue là-bas. Donc si Dakar se retrouve avec 3 pistes d'athlétisme, je pense qu'on ne pouvait pas autant espérer. Le stade de Parcelles Assainies, actuellement la gazon synthétique a été posée, il reste pratiquement les cloisonnements. Ça, on espère que d'ici 2-3 mois, ça sera fonctionnel. Le stade de Yoff est aujourd'hui à 80%. Le stade Iba Mar Diop, on comprend parce que c'est fermé pour les besoins des Jeux Olympiques 2022. Demba Diop, heureusement d'ailleurs que la Fédération de football a pu négocier avec l'État pour reprendre l'infrastructure. Donc on espère que d'ici 2-3 ans, les choses vont s'améliorer. Mais pour le moment, actuellement, c'est un sérieux problème. En attendant la réhabilitation de certaines infrastructures sportives à travers le pays, la souffrance des athlètes continue. Chez les dames, le Sénégal débute la compétition par la Guinée le 25 février. Les Lions vont jouer ensuite contre le Cap-Vert le 27 avant de terminer par le pays hôte, la Sierra Leone, le 1er mars prochain. Dans la poule B, il y a le Mali, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Libéria. Les demi-finales sont prévues le 4 mars. Le match de classement et la finale auront lieu le 7 mars. Les compétitions sont prévues du 25 février au 7 mars en Sierra Leone. En lutte, cite Papa Sow. Le combat sera régularisé ce jeudi au CNG. D'ailleurs, un face-à-face est prévu demain, vendredi, au stadium Marius Ndiaye. Le choc est prévu le 5 avril à l'Arène nationale et donc organisé par le promoteur de lutte, Pape Abdoufal, toujours en lutte. Le CNG fera face à la presse lundi à 10h à la maison de la presse. Tout de suite, info éco avec Rapsa et Limalouane. Bonjour et bienvenue. Accroître la productivité agricole pour favoriser une réduction de la faim, de la pauvreté et de la malnutrition, tel est l'objectif du projet d'amélioration de la fertilisation des sols. Tel est l'objectif du projet d'amélioration de la fertilisation des sols d'Oundol Souf. Un projet financé à hauteur de 4,8 milliards de francs CFA par l'USAID pour une durée de 3 ans et qui va couvrir le territoire national. Le lancement du projet d'Oundol Souf a eu lieu hier mercredi sous les yeux de Khadisen. La fertilisation des sols a un cadre réglementaire non achevé au Sénégal, une participation timide du secteur privé dans la production ou distribution. Conséquence, le taux des rendements reste faible. Fort de ce constat, l'USAID a accordé au Centre international pour le développement des engrais un financement de 4,8 milliards de francs CFA pour améliorer la fertilisation des sols à travers le projet d'Oundol Souf. Un projet qui comporte 3 axes. Benjie Faye, coordonnatrice du projet. Il y a un axe qui porte sur la caractérisation des sols et l'élaboration de nouvelles formules d'engrais. Un deuxième axe qui porte sur la diffusion de technologies de fertilisation déjà éprouvées. Et un troisième axe sur la diffusion des textes réglementaires qui sont élaborés par la CEDEAO et qui doivent être appliqués dans les différents pays membres. Un projet qui vient renforcer les objectifs de l'État pour une meilleure productivité des terres. Pape Malik Daoub, secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. C'est un projet qui a une enveloppe financière d'environ 5 milliards de francs CFA et qui va toucher beaucoup de zones au niveau du pays et qui renforce déjà ce que le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural fait sur le terrain, c'est-à-dire une meilleure productivité des terres et une bonne utilisation des engrais. Le projet d'Oundol Souf a une couverture nationale et ses activités seront réalisées en collaboration avec les DRDR.
Mbène Diène Faye. Le projet, on peut dire qu'il a une couverture nationale parce qu'on a la Casamance, le Sénégal oriental, les Niayes et nous avons le bassin arachidier. On peut dire que c'est une couverture nationale et partout où on a l'agriculture, le projet doit intervenir là-bas. Plusieurs spéculations sont ciblées pour un meilleur rendement, dont le riz, le sorgho, le mil, le maïs, l'oignon et la tomate. Une baisse de 1,08% de l'indice BRVM10 suivie d'une chute de 0,73% de l'indice BRVMC. C'est ainsi que la Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 19 février. La valeur des transactions est de 94 89 695 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4 303 523 448 121 francs CFA, alors que celle des obligations est de 4 338 326 938 457 francs CFA. La journée de cotation de la BRVM met un terme à ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et bienvenue. Le maître coranique de l'enfant Talibou